Bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous l'aurez compris, donc nous sommes filmés, puisque vous pourrez retrouver la vidéo de cette conférence à deux voix de ce soir sur la chaîne YouTube de l'Association française d'archéogéographie. Donc cette association française d'archéogéographie, je la présente très rapidement pour introduire cette séance parce que on a lancé depuis l'an dernier un cycle de conférences, donc avec l'académie en partenariat avec l'Académie du climat qui nous fait l'honneur d'ouvrir ses portes pour nous accueillir, et donc j'en profite encore pour les remercier. Et donc l'an dernier, nous avons tenu 3 conférences, et cette année, ça sera encore le cas, sur un thème qui rencontre, alors qui est plus large que l'archéogéographie en elle-même, mais qui croise nos préoccupations de réflexion sur l'histoire des paysages et l'histoire des milieux. Donc, je fais juste une petite page de pub au cas où certains souhaiteraient en savoir plus sur cette association, avec un blog, comme je vous le disais, et puis suivre nos actualités, comme par exemple cette conférence ou d'autres actualités sur le compte LinkedIn ou le compte X. Et donc, j'en viens à cette actualité des conférences. Donc, l'an dernier, sur le même thème, nous avions 3 conférences que vous pouvez retrouver en ligne. Et vous voyez que la petite phrase d'accroche qui avait été rédigée pour exprimer, résumer l'esprit de cette conférence, c'est « Quand les climats changent, les paysages s'inversent ». Donc c'est réducteur, et vous allez le comprendre avec la conférence de ce soir, mais l'idée est de montrer, d'interroger la question climatique par le biais des paysages, des environnements, des milieux. On pourrait mettre d'autres mots-clés derrière, et la manière dont ils peuvent être des enregistreurs, en quelque sorte, d'évolution climatique dans la longue durée, donc des sociétés humaines, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Donc aujourd'hui, nous allons démarrer ce 2e cycle de conférences, et j'en profite tout de suite pour vous indiquer les prochaines dates, si vous êtes intéressés par ce cycle. Donc une prochaine date très prochaine, dans un mois, le mercredi 13 novembre, ce sera une conférence d'un collègue qui est professeur d'archéologie antique à Nanterre, qui s'appelle Ricardo González Villa-Escusa, sur les formes de l'eau qui ne dort pas. Donc la question de l'irrigation. Et puis une page de pub qui n'est pas encore prête, mais la date est calée, le 11 décembre, avec une collègue qui est professeure, voyez, alors émérite d'histoire environnementale du Moyen-Âge, donc qui interviendra avec une collègue, Isabelle Geoffroy-Bapicot, qui est ingénieure de recherche au laboratoire Chrono-Environnement de Besançon. Donc elles interviendront le 11 décembre sur les incidences des évolutions climatiques anciennes et des aménagements anciens, sur ces incidences sur la biodiversité et les populations végétales actuelles en contexte forestier. Et elles prendront le cas de la forêt du Mervan. Voilà, donc un aspect du Mervan. Oui, Mervan est une forêt en Vendée sur laquelle je travaille. Donc là, c'est le Morvan, très belle forêt également. Merci Christophe. Et donc aujourd'hui, donc on ne parlera pas de contexte forestier ni d'irrigation. On va aborder donc le thème qui permettra aussi d'esquisser une réflexion méthodologique sur l'articulation de ces mots-clés, donc de climat, paysage, société, avec le sous-titre « Un ménage à 3 qui dure ». Donc nos 2 intervenants nous expliqueront en quoi il dure et comment se passe ce ménage. Donc ces intervenants sont ici même, je vous les présente rapidement. Donc Ladies First, avec Laure Fontana, qui est donc archéozoologue chargée de recherche au CNRS, donc archéozoologue qui étudie les ossements animaux pour plein d'objectifs scientifiques, dont elle nous montrera concrètement des cas d'application. Et Christophe Petit, qui est professeur d'archéologie environnementale à Paris 1 et aussi géoarchéologue. Et tous 2 dirigent l'équipe archéologie environnementale. Donc vous voyez qu'on a les bons interlocuteurs pour traiter le sujet, qui est une équipe au sein d'une unité mixte de recherche qui s'appelle ARSCAN, qui est une des plus grosses UMR de France, réunissant de nombreux archéologues. Et donc cette équipe archéologie environnementale traite de cette thématique des évolutions de notre environnement, mais en lien avec les sociétés. Donc c'est pas une approche naturaliste. Et pour faire la transition et leur donner la parole, eh bien, je me permets de faire une petite page de pub pour eux, puisqu'ils ont rédigé récemment un chapitre dans ce livre qui pourra vous intéresser, vous voyez, qui s'appelle « Le climat au prisme des sciences humaines et sociales », donc aux éditions Quae. Le premier chapitre
archéologie et climat. Quelque part, leur présentation de ce soir y fera écho. Et je me permets donc de tendre la perche en lisant une ou deux phrases qui me semblent parfaitement résumer le titre et le sous-titre, et surtout en quoi il s'agit d'une approche, vous allez voir, beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait l'imaginer. Il ne s'agit pas de dire en quoi le climat détermine tout dans l'évolution des sociétés humaines, bien au contraire. Donc, je me tais et je les cite. Tout l'enjeu des recherches est donc de reconstituer les processus d'interaction entre les sociétés, le climat et l'environnement, plutôt que d'évaluer les changements du climat directement en termes d'impact. Cet objectif dépasse en effet la seule recherche de corrélation entre climat et destin des sociétés, qui concerne souvent des contextes de crise. Pensez au collapse Maya, la fin de l'Empire romain, etc. Il s'agit donc de décrire la complexité de la relation étroite entre société et climat à partir des données archéologiques, environnementales et climatiques, afin de mettre en évidence d'éventuels liens de causalité. Donc le maître mot, c'est vraiment interaction, complexité. Et donc ce duo complice va nous en parler. Et merci à vous deux, en tout cas, d'avoir accepté d'intervenir et d'inaugurer ce deuxième cycle. Merci. J'ai plus rien à dire, je pense que je vais rentrer. Tu as dit tout ce qu'il fallait dire. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de cette relation climat-milieu-société, relation qui existe bien sûr depuis le début de l'humanité et qui nous intéresse puisqu'il s'agit vraiment d'identifier, on va voir de quelle façon, les interactions entre le climat, les milieux et les sociétés, puisque vous le savez très rapidement, ce climat, les différents climats en tout cas, peuvent évoluer dans le temps et produire des transformations du milieu qui elles-mêmes, en tout cas, impactent les sociétés, peuvent impacter les sociétés, on verra de quelle façon, et dans l'autre sens, on va dire, les sociétés, à cause du climat ou pas d'ailleurs, peuvent elles aussi transformer leur milieu et pour certaines d'entre elles, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, impacter le climat de façon très importante. C'est la perspective historique ici qui nous intéresse, c'est de connaître vraiment la nature de cette relation, son évolution dans le temps, en insistant sur le fait que, eh bien, il semble, vous allez voir pourquoi, ou alors vous le savez déjà, absolument essentiel, ou en tout cas indispensable, d'étudier les sociétés en intégrant ce facteur environnemental. Ce facteur environnemental, on va le voir, ces milieux qui ne sont pas un élément extérieur aux sociétés, mais qui sont un élément qui définissent, via la perception, et on va voir beaucoup plus concrètement, les sociétés elles-mêmes. Et en insistant aussi sur le fait que le caractère, on va le voir aussi, interdisciplinaire est important, et surtout que, comme l'a dit déjà Magali tout à l'heure, eh bien, ce climat, cet environnement, il faut bien les comprendre comme des cadres existants qui, indépendamment de la multiplicité des choix humains qui peuvent être faits, ces choix humains sont toujours faits à l'intérieur d'un cadre environnemental. C'est-à-dire, sans parler de déterminisme, puisque c'est un mot que j'utilise jamais, on l'utilise pas en anthropologie en règle générale, quand on est un chasseur inuit vivant en région arctique, on ne peut pas vivre de la même façon que dans une forêt tropicale ou que dans un désert. Ça peut vous paraître évident. Bien sûr, à l'intérieur de ces cadres-là, on peut faire des choix et rendre, ou en tout cas essayer de repousser ce cadre-là, de le dépasser, comme c'est le cas depuis le siècle dernier. Mais en tout cas, il existe des données liées au milieu qu'on ne peut pas, et au climat bien sûr, qu'on ne peut pas transformer, et il faut faire avec, on va voir comment. Rapidement, pour rapprocher la conférence, pour l'intégrer dans les enjeux actuels, d'autres chercheurs actuellement s'intéressent à ces questions-là, d'environnement, d'évolution et de la relation société, milieu, climat, via les études sur le réchauffement climatique actuel et sur la transformation des milieux, via ou pas via le changement climatique en tout cas. Et ce sont des chercheurs qui s'intéressent notamment on va dire à la définition, ou en tout cas à la création de l'Anthropocène, cette période qui a été proposée il y a quelque temps,
comme définissant la période dans laquelle nous nous trouvons actuellement, on va dire soit depuis 1950, soit depuis 1850. Tout dépend du facteur qu'on va mettre en avant pour définir, en tout cas du critère de définition de cette période-là. Cet anthropocène-là qui caractériserait, du point de vue géologique en tout cas, une période où les activités humaines ont eu de fortes répercussions, on va dire plutôt inédites à l'échelle de la planète en transformant le climat et en les transformant aussi à tous les niveaux que vous connaissez. Tous les chercheurs en géologie ou pas ne sont pas d'accord avec cette définition-là et avec le fait de créer une nouvelle période géologique. Sauf erreur de ma part, au niveau de la géologie mondiale, elle n'est pas validée. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet ici, c'était simplement pour relier avec ce qui se passe actuellement. Et du point de vue de la gestion des environnements, parce que là aussi on va en parler, modification notamment des zoocénoses, des faunes, des environnements, d'autres débats actuels qui sont liés justement à cette transformation de l'environnement et à la façon qu'on pourrait avoir aujourd'hui de gérer ces modifications-là avec plusieurs discours qui sont liés au devenir à la gestion de l'environnement, c'est-à-dire via des solutions proposées comme ce qu'on appelle, entre guillemets, ça n'est pas de moi, les réensauvagement, renaturer certains espaces, recréer des forêts primaires, c'est-à-dire revenir à une espèce d'état antérieur dont on ne voit pas bien d'ailleurs où est-ce qu'il se situe antérieurement, puisque l'histoire est longue, on va le voir aujourd'hui, et donc essayer via la réintroduction des espèces, via le réaménagement de certains espaces, de modifier un peu les actions anthropiques de ce siècle et du siècle dernier pour retrouver la situation, en tout cas un environnement tel qu'il était je ne sais pas quand, on va voir quel problème ça pose, mais malheureusement aussi, outre que cette question de date d'antériorité pose un problème, la question de la connaissance des environnements anciens est fondamentale dans ce genre de débat, c'est-à-dire que ce genre de débat est inscrit dans une perspective historique. Avant, c'était comme ça, telle espèce est arrivée là, il faudrait, mais pour ça, il faut vraiment connaître les environnements anciens, il faut connaître les climats, il faut connaître topographie, relief, il faut connaître les zoocénoses, il faut connaître le peuplement végétal. Et ça, aujourd'hui, c'est un problème. On ne va pas faire une conférence là-dessus pour aujourd'hui. Simplement, pour comprendre la modification des milieux actuels qui nous intéressent, effectivement, on peut replacer ça dans une perspective historique en se demandant quand et comment les sociétés ont vraiment commencé et de quelle façon elles ont modifié leur milieu. Ce ne sera pas le sujet de la conférence de ce soir. Et une deuxième question qui est quel fut l'impact, cette fois-ci, de l'évolution du climat, donc cette fois-ci climat, sur les sociétés et comment les sociétés ont-elles géré ces transformations-là en transformant ou pas elles-mêmes leur environnement. D'accord ? Donc on va se concentrer ce soir sur l'impact du climat et vous allez voir que c'est grâce à plusieurs disciplines et aussi avec une problématique et une perspective interdisciplinaire qu'en archéologie environnementale, quelle que soit la période qu'on étudie, on peut étudier ces questions-là. Rapidement, pour replacer le climat actuel et l'évolution du climat actuel dans une perspective historique. Le climat, ici une courbe des températures, ici une échelle chronologique, passé, aujourd'hui. L'évolution du climat, on la connaît de mieux en mieux, notamment via les températures. Elle est enregistrée, vous le savez aussi, dans les carottes glaciaires, qui nous ont fourni depuis un certain temps déjà des courbes des températures tout à fait précises et à différentes échelles. Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est qu'à partir, on va dire, de 2,5 millions, quelque chose comme ça, en tout cas le début du Quaternaire, inaugure, du point de vue du climat, une série de périodes glaciaires et interglaciaires. D'abord un refroidissement, vous le voyez ici, après une période un peu plus chaude, un refroidissement, ici c'est froid, ici c'est chaud, un refroidissement global du climat, avec là aussi une succession de périodes glaciaires ici, interglaciaires ici, ça veut dire des périodes froides entre lesquelles des petits réchauffements climatiques se produisent, d'accord, jusqu'au maximum glaciaire dont on va parler tout à l'heure, et à la remontée brutale, à la fin de cette période glaciaire, il y a 14 000 ans des températures, pour nous mener depuis 12 000 ans,
jusqu'à aujourd'hui dans cet interglaciaire qu'on appelle l'Holocène. D'accord ? L'Holocène, ou alors, donc pour ceux qui ont décidé que l'Holocène, on va dire, s'arrêtait 1950 ou 1850, le début de l'Anthropocène. Nous, pour ce soir, on va rester à l'Holocène. Globalement, ces épisodes glaciaires, ces glaciations-là, ont un rythme à peu près de 100 000 ans. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, avec, entre les épisodes glaciaires, des épisodes interglaciaires, qui sont ici. En bas, les épisodes glaciaires en bleu. En haut, les températures plus élevées, les interglaciaires en jaune. Donc, vous voyez ça. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a ici, c'est-à-dire une succession, donc non pas des températures et un climat très très stable, mais à l'intérieur pour nous d'une période froide, toujours à l'intérieur d'une période froide, pour le Pléistocène ici, toujours une alternance glaciaire-interglaciaire, et à partir de l'Holocène, eh bien un interglaciaire, mais qui lui aussi, en tout cas à l'intérieur duquel, on observe également eh bien, des variations climatiques. C'est ce dont on va parler en majorité aujourd'hui, c'est-à-dire depuis ce dernier réchauffement majeur du climat, il y a à peu près 12 à 14 000 ans, eh bien, on est remonté, on va dire, dans les moyennes de température que vous connaissez actuellement, mais là encore, avec des variations, c'est-à-dire avec des petites périodes où le climat se réchauffe, qu'on appelle des optimums, et des périodes plus froides, qu'on appelle encore des petits âges glaciaires. Il faudrait peut-être changer ça un jour, parce que c'est pas... Voilà, on n'est plus à la période glaciaire. Donc, en tout cas, vous voyez ici en bleu quelques petits refroidissements. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ne craignez rien, on ne va pas vous reconstituer toute l'histoire du climat et les impacts sur l'environnement. On a choisi 4 exemples. Un exemple, donc, à la fin de la période glaciaire, il y a 25 000 ans, des chasseurs-collecteurs du maximum glaciaire. Ensuite, un autre exemple, parce qu'il est important, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire ce qui se passe au début de l'Holocène, lorsque le climat se réchauffe de façon très importante pour mettre en place le climat et l'environnement globalement qu'on connaît aujourd'hui, et surtout voir, c'est pour ça qu'on est là, l'impact sur les sociétés, comment les sociétés ont vécu dans ces environnements-là. Et ensuite, 2 autres exemples plus récents, voilà, néolithique, et puis à partir, on va dire, à partir de l'Antiquité. Okay. Et pour ces 2 exemples-là, je passerai la parole à mon collègue. Premier exemple, qu'est-ce qui se passe donc il y a 25 000 ans? Alors, encore une fois, à chaque fois qu'on va vous présenter la caractéristique, ou en tout cas une évolution climatique, tout ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est la façon, bien sûr, dont ça a pu être enregistré et dont on a pu l'identifier très rapidement, et surtout la façon dont les sociétés ont géré ces modifications-là, en exploitant des potentiels ou alors en gérant des contraintes. On va voir, c'est en général assez compliqué si on utilise simplement ces 2 concepts. Donc, il y a 25 000 ans, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez vu tout à l'heure, mais j'ai oublié de le commenter, en vous disant que à chaque glaciation et maximum glaciaire, le glacier du nord du globe a une extension maximale, et à chaque fois qu'on entre dans un interglaciaire quel qu'il soit, dont aujourd'hui l'Holocène, depuis 14 000 ans, là, le glacier, d'accord, du nord de l'Europe se rétracte, avec les conséquences qu'on va voir tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe en 25 000 ans, qui est le maximum glaciaire, même si, alors, ici les dates, 25 000, je vois pas, 25 000 ans ici, les complexes chronoculturels, voilà. Le vrai maximum glaciaire, pas celui qui est indiqué en blanc ici, le vrai, il est là. Ici, c'est le froid, ici, c'est le chaud. Donc, vous voyez, pendant toute la fin, la dernière période froide, souvenez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, on reste dans une petite alternance avec une dernière période froide qui va commencer ici aux alentours de 30 000. De 30 000 à 15 000, il fait très très froid, et autour de 26-25 000 à peu près, on a ce qu'on appelle le maximum glaciaire, c'est-à-dire l'extension maximale des glaciers d'Eurasie et d'Amérique du Nord, bien sûr, on ne va parler que de l'Eurasie aujourd'hui, maximale, vous voyez, le glacier qui descend jusqu'à la Manche avec comme effet, d'accord, un abaissement de moins 120 mètres des niveaux marins et océaniques, et donc une traversée à pied sec, pour ceux que ça tente, de la Manche, peu importe. Une extension aussi maximale des glaciers sur
en tout cas dans les environnements montagneux, on est d'accord ici, et ce qui produit des environnements particuliers qu'on connaît déjà, puisque durant toutes les périodes froides du Pléistocène, c'est à peu près ce que l'on retrouve, notamment à partir de 30 000 dans nos régions, c'est-à-dire des environnements très ouverts, de steppes très froides, plus ou moins herbacées, qui ressemblent d'un certain point de vue à ce qui se passe, en tout cas aux régions du nord arctique aujourd'hui, mais pas tout à fait, on en dira deux mots si on a le temps. On va rester sur cette, on va dire, presque similitude, donc des environnements très ouverts, avec, on l'a dit tout à l'heure, les côtes, en tout cas les littoraux qui sont repoussés et baissent des niveaux de la mer de 120 mètres. Et puis, bien sûr, une des caractéristiques des régions arctiques et subarctiques actuelles, c'est-à-dire des sols qui peuvent être gelés en permanence, fondre saisonnièrement ou pas, etc., et qui entretiennent aussi, en partie, ce type-là de végétation herbacée, de graminées. Du point de vue de la zoocénose, des animaux, bien sûr, adaptés au froid, on verra rapidement lesquels. Le seul que vous avez à retenir pour l'instant, c'est celui-ci. C'est le plus beau, c'est celui sur lequel je travaille depuis très longtemps. C'est un renne, d'accord, qui va être, on va le voir tout à l'heure, la base du système économique de toutes ces populations-là pendant 20 000 ans. Et puis, voilà où je veux en venir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, à partir de la péninsule ibérique, dans laquelle il fait un peu moins froid, très froid et très sec, mais un peu moins froid, on va dire, que chez nous, eh bien, un complexe chronoculturel, malheureusement toujours identifié en préhistoire avec la typologie et la technologie des outils et des armes en silex, eh bien, ce complexe chronoculturel, qui est nommé solutréen, voilà, fait son apparition. Visiblement, ce sont des tailleurs de pierre de silex hors pair qui taillent ce qu'on appelle des feuilles de saule, des feuilles de laurier, bref, qui sont des éléments d'armes de chasse et d'outils très fins, avec aussi certaines pointes à cran pour la chasse, bref, qui sont vraiment au top de leur métier dans ce point de vue-là. Et la question, c'est donc de savoir quelle est la relation entre cet environnement et nos chasseurs-collecteurs solutréens. La question, c'est pas moi qui l'ai posée. La question, elle est posée par les préhistoriens qui adorent ça, qui s'amusent beaucoup avec pas avec la question relation société-milieu, mais qui cherchent toujours à expliquer l'origine. Alors, ce ne sont pas des populations, d'accord? On reste dans la définition d'une industrie en silex, voilà. Pour le reste, on n'en sait pas beaucoup plus. En tout cas, certains d'entre eux, certains de ces préhistoriens aujourd'hui, veulent expliquer l'émergence de ce concept-là par le climat. Là, on est en plein dans notre sujet, c'est-à-dire, est-ce que ce climat-là, très froid, très sec, très contraignant, dans lequel un environnement, je cite, très hostile, très inhospitalier, comment est-ce que les chasseurs-collecteurs s'en sont sortis? Eh bien, la réponse, pour l'instant, une des réponses en tout cas, qui est proposée pour ces sociétés soi-disant en crise, eh bien, c'est que grâce à cet équipement hors pair de chasseurs, le chasseur dans ces sociétés-là, socialement j'entends, aurait atteint, comme le tailleur de pierre, eh bien, un statut tout à fait particulier, parce que là, dans ces environnements où normalement, d'après ce qu'on nous explique, on meurt de faim, il faut vraiment être très doué à la chasse, il faut vraiment avoir les moyens d'approvisionner son groupe, etc., etc., et que donc, la seule façon de s'en sortir, c'était d'inaugurer une nouvelle technique de taille, de production de nouvelles armes, comme vous voyez ici, et de nouveaux outils, pour être le plus efficient possible à la chasse. Et donc, à partir de là, eh bien, un complexe chronoculturel aurait été créé en relation avec le climat, et tant bien que mal, eh bien, ces chasseurs-collecteurs s'en seraient sortis. Voilà. Alors, quand on fait de l'archéologie environnementale, qu'est-ce qu'on fait? On commence toujours par la base de son travail, qui est la production des données. On peut s'amuser avec ces problématiques, avec tout ce qu'on veut, évidemment, vous verrez comment, mais en tout cas, on doit produire des données pour trouver des réponses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de proposer des hypothèses et de discuter. Comment est-ce qu'on peut répondre? Comment est-ce qu'on peut voir si ce schéma est valide? Comme d'habitude,
en essayant de connaître le mieux possible l'environnement et en essayant de voir à l'intérieur des sites archéologiques quels sont les témoins archéologiques qui pourraient nous aider à répondre à cette question. On a parlé de la chasse, la chasse, la chasse. Donc, si on écoute les préhistoriens aujourd'hui, on aurait donc des sociétés qui auraient, chassé beaucoup plus de rennes que les autres, parce que cet animal-là, eh bien, il était facile à chasser, comme il faisait froid, il y en avait beaucoup, etc. Deuxièmement, on aurait modifié les stratégies de chasse en essayant de capturer les plus gros, ceux qui ont les plus gros bois, puisque c'est un élément important des armes de chasse, entre autres, etc. Et en essayant, eh bien, ma foi, en augmentant sa mobilité, la mobilité des groupes humains, et en se déplaçant le plus possible, pour courir après les rennes ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, pour éviter de mourir de faim. Première donnée qui répond à la question suivante. Est-ce que, effectivement, au Solutréen, la part du renne, de cet animal du froid, assez facile à chasser, est beaucoup plus importante qu'aux autres périodes avant et après? La réponse, c'est non. La réponse est non, comme vous le voyez ici. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Période tempérée, c'est ce qui nous intéresse, 30 000, 20 000. Les pourcentages ici de la part du renne, d'après les restes osseux. Là, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien que c'est vrai, c'est au Solutréen qu'on a la part la plus importante qui est de 80%. Le reste du temps, on est plutôt autour de 70%. Ça, j'ai démontré que c'était une petite anomalie statistique, peu importe. 80-75%, statistiquement, il faudrait prouver que c'est représentatif, ce qui n'est pas sûr du tout, mais en tout cas, cette exploitation-là, elle n'est pas beaucoup plus importante qu'aux autres périodes. Durant toutes les périodes, on exploite le renne de façon importante au sud de la Loire, en France. Deuxième question, est-ce que la stratégie de chasse, elle diffère à cette période-là? Comment est-ce qu'on fait pour le savoir? C'est-à-dire, est-ce que vraiment, quand on veut chasser des rennes, l'objectif, c'est d'avoir une chasse à faible risque où, globalement, en fonction des animaux qui passent, on tape dans le tas, peu importe qu'on récupère des animaux gros, des petits, etc., etc., au moins on est sûr d'en rapporter, d'accord? Donc il y a une certaine rentabilité. Ou est-ce qu'au contraire, on prend le risque de sélectionner des individus, les plus gros, ceux qui ont les plus gros bois, etc., etc. Là, la chasse est plus risquée, le rendement aussi, ça se calcule, à voir. Comment est-ce qu'on fait ça? On étudie, je répondrai à ceux que ça intéresse plus tard, on étudie certains restes archéologiques et on détermine l'âge de tous les animaux abattus sur le site, de tous les rennes. Ici, leurs âges, un renne, ça vit jusqu'à 20 ans. Ici, le pourcentage des individus reconstitués. Ça s'appelle un histogramme d'abattage. Et par exemple, pour un site solutréen, voici un exemple, eh bien, de toute la population représentée dans le site, 20% des rennes avaient entre 0 et 1 an, 16% entre 1 et 3, etc., 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 etc. Ce genre de profil-là correspond non pas à une sélection, mais correspond à une chasse, on va dire, à faible risque, dans lesquelles j'ai dit tout à l'heure, on ne choisit pas les individus, on tape dans le tas. Pourquoi? Parce que la composition démographique de la population que vous voyez là, c'est pas seulement la population démographique des animaux abattus sur ce site, c'est la composition démographique des populations actuelles de tous les grands herbivores. Aujourd'hui, chez les bisons, chez les chevaux sauvages, il n'y en a plus, mais en tout cas chez les rennes, chez les cerfs, tout ce que vous voulez, voilà comment se compose une population. Il y a toujours 20% de moins de 1 an, il y a toujours, etc. Donc si votre courbe d'abattage comme ça, eh bien, elle se calque exactement sur le profil d'une population actuelle vivante, ça veut dire effectivement qu'on n'a pas sélectionné une classe d'âge en particulier, parce que sinon, les plus gros ici, autour, on va dire, de 5-10, on aurait ici une représentation bien plus importante, ce qui n'est pas le cas. Non seulement ce n'est pas le cas, mais en plus, ce type d'histogramme-là, sur tous les sites pendant 20 000 ans, c'est le même. C'est-à-dire que malgré tous mes efforts, je n'ai jamais réussi à obtenir d'autres histogrammes d'abattage que ce style-là. Donc, depuis moins 25 000 ans jusqu'à 15 000 ans, la stratégie de chasse est identique. On a répondu à notre question par rapport au solutréen. Est-ce qu'on a changé la technique de chasse? La réponse est non.
Dernière question, quant à la mobilité des groupes humains. Est-ce que face à ce, on va dire, ce problème alimentaire ou ces difficultés de survie dans ce climat-là très froid et très sec, est-ce que les groupes humains et puis même les rennes, en tout cas, auraient été davantage mobiles? Là encore, on ne peut pas détailler ça ce soir, mais sachez que eh bien, les données de saisonnalité d'abattage de tous les animaux dans les sites sont les mêmes qu'il s'agisse du Solutréen et des autres périodes, et même pour ce cas particulier de sites, qui sont quand même assez importants, par exemple, voilà, Dordogne-Charente, dans lesquels eh bien, des rennes et d'autres animaux sont abattus durant toutes les saisons annuellement. Ce qui pose la question de la sédentarité, mais ce n'est pas notre sujet. Donc, tout ça pour dire que toutes les données archéozoologiques de l'étude du renne et d'autres espèces nous montrent que ni le choix des espèces, ni la stratégie de chasse, ni la saisonnalité des chasses, ni les types de mobilité n'ont varié au Solutréen, qui n'a rien de particulier. Résultat, cette économie-là, elle était et elle reste en 25, 24, 23, 22 fondée sur l'exploitation du silex et sur l'exploitation du renne ici, avec une stratégie de chasse toujours sélective qui nous indique qu'on n'est pas focus sur des animaux, je l'ai dit tout à l'heure, très gros, plein de graisse, avec des gros bois, etc. Donc on peut se poser la question de la pénurie alimentaire, etc., avec la même mobilité des rennes qui reste très faible et une mobilité des groupes sur lesquels on travaille encore, mais qui semble à peu près, en tout cas, identique. Donc vous voyez là ce à quoi on assiste. Cet exemple nous montre bien qu'on est, bien sûr, dans une période de maximum glaciaire, mais cette période-là, elle fait partie d'une période elle-même très froide, pendant laquelle, dès le départ, les groupes humains ont mis en place un système d'exploitation des ressources et un système de mobilité, on va dire, et d'économie qui tourne et qui n'est pas remis en question pendant 20 000 ans. Donc ce maximum glaciaire-là qu'on nous présente toujours comme l'horreur des horreurs, en fait c'est juste une période un petit peu plus froide, d'accord, quelques degrés d'écart à peine en température, un peu plus froide, dans laquelle le système économique et même la survie, évidemment, on le sait, n'ont pas été remises en question. Donc tout ça pour dire que l'adéquation, qu'est-ce qui se passe avec les climats, la température et la réponse des sociétés, avant de répondre à ça, il faut déjà pouvoir mesurer ce que le climat en question a changé dans le milieu. Là, il n'y a pas eu grand-chose à cette période-là de changer. Il fait un peu plus froid, mais les rennes restent toujours là. C'est la population animale majoritaire parmi les grands herbivores, d'accord ? Et beaucoup d'autres caractéristiques de l'environnement végétal qu'on connaît moins bien, elles ne semblent pas évoluer beaucoup. Donc bien sûr, il y a une différence, mais elle est toute petite et elle ne remet pas en cause la gestion, la vie globale des sociétés. Ça, c'est le premier exemple. Je termine juste sur le fait que, voilà quelque chose qui a été intéressant, en tout cas, qu'on ne peut pas envisager sous la forme de contrainte, mais le fait que pas mal de territoires, en tout cas littoraux, ne soient pas immergés, ait donné à l'époque l'accès à certaines grottes qui aujourd'hui sont ennoyées, et notamment des grottes qui ont été ornées et qu'on a retrouvées, notamment comme la grotte Cosquer près de Marseille, qu'on découvre à peu près... Où est-ce que je l'ai mis ? Oui, vous voyez, on en est là. Là, je pense que ça a remonté encore un tout petit peu. Mais globalement, voilà, le fait d'avoir dégagé avec de l'eau le niveau qui baisse et avoir dégagé ces entrées-là a permis, d'accord, aux groupes humains de fréquenter. Et voilà. Deuxième exemple, le réchauffement holocène, dont on a parlé. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a à peu près 14 000, 12 000 ans, voilà. On sort de la période glaciaire du Pléistocène, ok, la période glaciaire, quaternaire ici. On reste dans le quaternaire, mais on est dans un interglaciaire qui s'appelle l'Holocène. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Avec cette hausse des températures et également de l'humidité, on est dans la situation d'un interglaciaire avec donc un retrait des glaciers, que ce soit sur les reliefs ou que ce soit sur la grosse calotte glaciaire du Nord. Et là, tout de suite, on a
en quelques siècles. Hein, le réchauffement, vous le voyez ici, il n'arrive pas d'un coup, il est progressif et toujours avec des variations chaud-froid, etc. Mais en quelques siècles quand même, on va voir, les environnements et les zoocénoses vont être modifiés, tous les environnements. De quelle façon globalement? Eh bien, le glacier du Nord qui s'étendait jusqu'à la Manche va remonter, voilà, disparaître un peu plus haut. Ici, période glaciaire, ici, milieu de l'Holocène, on va dire, peu importe. Et surtout, eh bien, du point de vue des environnements, voilà, la steppe froide à herbacée qu'on avait dans toute l'Eurasie et dans toute l'Amérique du Nord va être remplacée, elle, très progressivement par eh bien, un nouveau biome que vous connaissez, qui est le nôtre, dans lequel on vit aujourd'hui, qui s'appelle la forêt caducifoliée. Alors, pas tout de suite, la forêt caducifoliée, mais en tout cas, avec un peuplement arboréen qui doucement va devenir de plus en plus important, forêt claire, lisière, prairie, et selon les espaces, ensuite, beaucoup plus tard, forêt dense ou pas, qui renvoie aux forêts, en tout cas aux environnements qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire eh bien, l'installation des biomes latitudinaux que l'on connaît aujourd'hui avec des environnements arctiques, des environnements, c'est le nôtre tempéré, donc une répartition latitudinale de part et d'autre de l'équateur, d'accord. Ensuite, bien sûr, avec des variations longitudinales, etc., des déserts, ce que vous voulez. Et à l'intérieur, je crois, je ne sais plus le nombre, on a défini un nombre d'écosystèmes à l'intérieur de ces 11 biomes. Je ne sais plus, je crois que c'est 260 ou 360, je ne sais plus, ou encore plus, je ne sais pas, peu importe. En tout cas, cette mise en place des biomes actuels dans lesquels on vit toujours aujourd'hui, qu'on soit ou pas dans l'Anthropocène, on y est encore, c'est là qu'elle se met en place autour de 12 000. Avant de voir en quoi ça nous intéresse pour les sociétés, qu'est-ce qui se passe? Alors non, on ne va pas faire comme ça, voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'installation d'une végétation proche de la nôtre aujourd'hui avec un développement des espèces arborées, puisque entre 25 000 et 10 000, on a eu une remontée des températures de 10 degrés. C'est énorme, hein, d'accord? Donc vous imaginez bien que du point de vue de la végétation et de l'environnement, des paysages, tout ça, c'est pas la même chose. Même chose pour le reste, d'autres, on est d'accord, d'autres conséquences. J'ai dit tout à l'heure une fermeture du milieu, mais là encore, suivant les espaces, avec des espaces plus ou moins ouverts, etc. Et du point de vue des zoocénoses, une recomposition totale, puisque l'environnement glaciaire de la fin du Pléistocène s'est terminé. Alors là, on n'était pas, en tout cas dans l'Eurasie, les biomes actuels n'étaient pas configurés, et le biome inédit et qui n'existe plus depuis et qui n'existait pas avant, qu'on appelle la steppe à mammouth, répartie dans toute l'Amérique du Nord également et dans toute l'Eurasie, avec la limite ici de la chaîne pyrénéenne, il était composé, et c'est ça sa principale différence avec l'Arctique du Nord, d'une biomasse animale énorme, avec aussi bien en richesse qu'en diversité, une richesse inédite, composée des animaux que vous connaissez globalement, d'accord, mammouth, bison, cheval, renne, antilope saïga, et puis d'autres petites espèces, voilà, bouquetin, chamois, etc., surtout bouquetin, répartis de façon différente, mais en tout cas, une biocénose, une zoocénose très particulière qui va être remplacée, qui va disparaître très globalement à partir de 12 000. Pour installer, c'est exactement la même chose que pour la végétation, eh bien, les espèces que vous connaissez aujourd'hui et votre environnement, votre peuplement animal dans nos régions tempérées aujourd'hui, que sont, à l'époque, cerfs, chevreuils, plus tard sangliers, l'auroch, un petit peu d'élan encore chez nous qui ensuite repartira, okay. Et puis bien sûr, ici j'ai mis comme symbole des carnivores forestiers, d'autres petits animaux comme le chamois qui adorent l'humidité, etc., etc. Au début de l'Holocène, c'est le cerf d'abord et le chevreuil. Pourquoi tout ça, ça nous intéresse? Pour ça. Cette modification-là des environnements,
elle est fondamentale parce que, là encore, je l'ai dit tout à l'heure, on ne vit pas dans un environnement arctique comme on vivrait dans la forêt équatoriale. Bien, c'est pas ça, mais c'est presque ça. On ne vit pas dans une steppe toundra comme on vit dans une forêt caducifoliée, simplement parce que l'environnement animal n'est pas le même et l'environnement végétal non plus. L'environnement animal n'est pas le même. Après tout, on s'en fiche, vous me direz, on remplace un animal par un autre. Mais pas tout à fait. Parce que quand le renne va s'en aller très très vite, en quelques siècles, autour de, peu importe, à la fin, on va dire, à la fin du Pléistocène, quand très très vite il va quitter la France pour, comme d'autres espèces, remonter dans des régions plus froides, d'accord, plus proches des glaciers et plus froides de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de l'Eurasie du Nord, eh bien, c'est pas seulement le renne qu'on va perdre, on va perdre aussi ses bois. Ça, c'est quand même embêtant qu'on perde ces bois, puisque le renne est le seul cervidé dont le mâle et la femelle, les deux sexes, portent des bois. Il est unique parmi les cervidés pour ça. Et que dès 40 000, dès le début du Paléolithique supérieur, dès l'arrivée, en tout cas, le développement de l'Homo sapiens sapiens en France, eh bien, ce matériau-là de bois de renne, c'est le matériau avec le silex fondamental dans la fabrication d'éléments d'armes de chasse comme les saguets et de supports d'art mobilier évidemment et d'éléments aussi d'outils indispensables. La sagaie, c'est indispensable. La sagaie, ça sert à chasser des animaux dans des milieux ouverts. D'accord ? Il faut pouvoir en produire beaucoup, il faut pouvoir tuer des rennes avec des bois sur la tête, ramasser aussi leur bois quand ils tombent annuellement par terre, mâles et femelles en a, bref, on peut faire tourner un système et une stratégie de chasse avec des bois de rennes. À partir du moment où on n'a plus de rennes, on n'a plus de bois, on se retrouve avec un cerf dont seuls les mâles, seul le cerf et pas la biche, d'accord, ont des bois, donc c'est pas assez, et puis on va se retrouver aussi dans une forêt plus ou moins claire. Si vous êtes un peu chasseur ou si vous imaginez ça, eh bien, on ne chasse pas de la même façon dans une forêt et dans un espace ouvert. La visibilité n'est pas la même. On ne peut pas avoir la même arme, surtout que, eh bien, par quoi est-ce qu'on va remplacer majoritairement le bois de renne à cette époque-là, au début de l'Holocène? Non pas par le bois de cerf, mais par le bois végétal. Et très très vite, c'est l'invention ou la réinvention à voir, en tout cas, c'est l'utilisation nouvelle de l'arc avec des flèches, qui va être utilisé comme élément d'arme de chasse dans ces milieux-là. Donc vous voyez que l'idée, c'est pas seulement qu'il fait moins froid, c'est pas seulement que le niveau de la mer remonte et c'est pas seulement qu'on remplace un renne par un cerf, c'est que quand on a fondé son système économique, voire sa mobilité, sur l'exploitation de certaines ressources et que ces ressources-là, avec leurs caractéristiques, eh bien, disparaissent et sont remplacées par d'autres ressources qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, eh bien là, on est vraiment obligé de faire avec, d'accord ? Donc le bois végétal, ça a aussi des tas d'avantages, on va faire des tas de choses. Et ça, c'est fondamental du point de vue de l'économie. Et n'oubliez pas non plus que, j'ai mis peuplement ici, que outre le système économique qui doit radicalement être modifié, et qui va être modifié très 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 vite là aussi, eh bien, la remontée du niveau marin et la fonte des glaciers, eh bien, vont engendrer des modifications de l'occupation des espaces. Alors, je vois que j'ai marqué ici moyenne altitude. À la fin du Pléistocène, en tout cas pour les Pyrénées, on est à 1000 mètres d'altitude pour les sites les plus hauts. On va pouvoir remonter très haut en altitude pour installer des sites et pour chasser. L'occupation, et aussi l'occupation, là j'ai oublié, pas seulement des altitudes plus élevées, mais des latitudes à l'échelle du globe plus élevées. Au fur et à mesure que le glacier remonte vers le nord, ça libère des espaces qui, eux aussi, etc., vont être investis. Et bien sûr, l'occupation des littoraux et la modification, en tout cas l'exploitation nouvelle, ou en tout cas plus importante, des ressources marines. Donc ça, c'est fondamental de bien comprendre la chaîne de modification depuis une température jusqu'à un système économique. Et moi, je m'arrête là. Donc, je vais essayer de traiter non pas des sociétés de chasseurs qui basent leur économie sur la prédation, mais aborder deux sociétés qui sont des sociétés de production, donc la société néolithique, puis après un exemple sur l'exemple gallo-romain. Donc, je vais vous traiter
d'un sujet qui m'intéresse en ce moment, qui est l'étude des sites d'habitat qui sont caractéristiques du massif alpin et du Jura, qu'on appelle des sites palafitiques. C'est des sites qui sont implantés juste en bordure du littoral lacustre. Donc ici, vous avez un site très connu qui s'appelle le Chalin, qui est sur les premiers plateaux du Jura, en moyenne montagne. Un autre qui s'appelle Clairvaux, qui est juste à côté. Puis vous avez plein d'autres sites dans les Alpes. Donc c'est des sites qui sont très caractéristiques d'un point de vue archéologique parce que c'est des sites extraordinairement intéressants pour la préservation du mobilier archéologique, puisque c'est des sites qui sont quasiment amphibies, donc vous avez une conservation exceptionnelle de la matière organique, du bois, des vestiges, de tout type de vestiges. Donc il y a eu des fouilles tout à fait importantes, dont une qui a été conduite pendant 40 ans par Pierre Pétrequin sur le site de Chalin. Donc pourquoi je veux aborder cette question-là, c'est qu'on a toujours associé la fréquentation de ces littoraux lacustres à des variations du climat. Alors voilà comment se présentent les coupes. Alors je ne veux pas rentrer dans le détail, mais vous avez ici des forêts de pieux, de maisons palafitiques qui ont été déterminées. Et puis vous voyez qu'il y a toujours des niveaux de blanc qui sont des dépôts lacustres. Et puis des niveaux noirs qui sont ou des sites d'habitat ou des sites qui sont littoraux, qui sont liés à de la tourbe. Puisque la présentation des sites, d'un point de vue géographique, c'est en bordure du lac, vous avez des marais littoraux, tourbeux, et puis vous êtes dans le lac, dans des niveaux crayeux blancs. Hein, c'est ce qu'on se voit en bordure. Donc d'un point de vue géologique, ça se voit, sédimentologique, ça se voit assez bien. La question, voilà, ici je vais vous présenter le site de Chalin. Donc il y a eu beaucoup de sites qui ont été trouvés, toujours sur la bordure occidentale de ce lac, dans une zone où il y a un replat morphologique de ce côté-là. Ici, il y a plutôt des falaises, c'est difficile d'implanter des sites. Et donc c'est toujours des sites en bordure de lac. Pourquoi ils se sont installés au bord du lac? Pourquoi ils sont partis de différentes périodes? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de dire. L'intérêt de cet exemple par rapport à la relation société-climat, c'est que ces sites sont extraordinairement bien datés à l'année près grâce aux données dendrochronologiques. Donc on a une chronologie très fiable, et puis vous avez aussi des sites qui étaient juste en bordure du littoral, qui se sont retrouvés de temps en temps sous l'eau ou de temps en temps exondés. Donc là, c'est quelques photos pour vous montrer le style de fouille. Vous avez des amas de bois de construction. Ici, vous avez un travois, qui est une espèce de dispositif en bois traîné par des animaux, et puis une préservation de tout le matériel botanique particulièrement bien préservé. Ici, des pommes coupées en deux et séchées, donc vous voyez bien qu'il n'y a pas que de l'alimentation produite, mais aussi pas mal encore de cueillette. Des épis de blé, conservés de manière exceptionnelle, des meules. Donc on voit bien que ces sociétés-là ont produit des céréales et que c'est une économie basée aussi sur une production de céréales. On a trouvé aussi des couteaux à éruser, c'est-à-dire à couper les céréales. Et puis, de temps en temps, des filets de pêche, pour vous montrer qu'ici, la complexité de la société est assez bien perçue, parce que la préservation des sites est exceptionnelle. Cet exemple, ce graphique-là va vous montrer la datation des sites palafitiques sur le site de Chalin et Clairvaux au cours du temps, au cours du néolithique, et puis les variations de l'environnement que l'on a pu reconstituer. Vous avez ici une coupe où on voit des craies blanches, donc qui sont des dépôts sous lacustre, et puis des niveaux noirs. C'est-à-dire que si vous restez au même endroit, vous avez de temps en temps de la craie, donc vous êtes sous l'eau, de temps en temps de la tourbe. Ça veut dire que le niveau d'eau a baissé et que vous vous retrouvez sur le littoral. Et puis vous pouvez enregistrer plusieurs fois ces fluctuations. Ces fluctuations sont maintenant bien calées, bien identifiées, et on voit bien que pour cette période-là, qui dure entre 4000 ans et 1000 ans, eh bien, on met en évidence des phases de haut niveau lacustre et des phases de bas niveau lacustre. D'accord ? Donc on voit bien que l'environnement change, qu'il y a des moments où le niveau du lac est haut et des moments où le niveau du lac est bas. Parallèlement à ces données environnementales sur les niveaux des lacs, vous avez des fouilles très nombreuses qui ont été conduites et donc qui ont permis de dater toutes les habitations néolithiques de bordure de ces lacs. C'est ce que représente ce graphique-là. Vous avez ici le nombre de maisons datées pour une période. Donc vous voyez qu'il y a des phases de construction, des phases où on n'en trouve pas, une autre phase de construction, là on n'en trouve pas beaucoup, une autre grande phase de construction, puis après une période où on ne retrouve aucun habitat, puis de
temps en temps encore des nouveaux habitats. C'est l'état de la documentation, mais ça fait quand même preuve de 40 ans de travaux. Donc c'est assez solide, ça peut encore être discuté. L'intérêt de ce graphique, c'est que vous voyez qu'on va mettre en comparaison les fluctuations des niveaux des lacs et les fluctuations des habitats. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer les fluctuations des niveaux des lacs? Vous voyez, c'est des petits lacs qu'il faut considérer comme étant des espèces de pluviomètres. Quand le climat est plus humide, plus froid, le niveau des lacs monte. Quand le climat est plus chaud et qu'il y a plus d'évapotranspiration, le lac va baisser. Ça peut se passer à l'échelle annuelle, mais ça peut se passer à l'échelle de plus grandes périodes. Donc, en fait, c'est un très bon marqueur des fluctuations du climat. Et donc, tout le travail qu'a conduit Michel Magny pendant 40 ans, c'est de bien calibrer et de repérer toutes ces transgressions, donc c'est-à-dire ces hausses du niveau du lac, baisses de niveau du lac, qu'on repère sur tous les lacs alpins et jurassiens. Et le travail de Michel Magny, c'était de comprendre la relation entre ces fluctuations des niveaux du lac et le climat. Alors, il y a une courbe mondiale qui correspond à des fluctuations du carbone 14 atmosphérique, c'est-à-dire les fluctuations du climat, Laure a pu vous en montrer, mais elles n'ont pas toujours la même origine. Les grandes fluctuations tous les 100 000 ans, c'est astronomique, et puis ces fluctuations-là, elles sont plutôt liées à la variabilité de l'énergie solaire qui arrive sur Terre. Et donc, on peut mesurer cette énergie solaire qui arrive sur Terre en mesurant la teneur en carbone 14 dans l'atmosphère. Donc on a des courbes de teneur en carbone 14 dans l'atmosphère. Pour ceux qui connaissent un peu la radiochronologie, ça permet de dater la diminution du radiocarbone. Mais ce qui est important, c'est de vous montrer aussi qu'il y a des fluctuations au cours du temps. Il y a des périodes où il y a des fortes activités solaires. Donc ici, ça va vous donner des étés chauds et secs. Et ici, à l'opposé, des périodes plutôt fraîches et humides. Alors, si on compare déjà les deux, c'est ce qu'a fait Michel Magny pendant longtemps, c'est qu'il a essayé de bien montrer que les transgressions lacustres correspondent à des phases d'été frais et humides. Donc, ça marche assez bien ici, ça marche bien pour cette phase-là. Ici, il voit une transgression alors qu'on ne voit pas beaucoup de choses dans le climat, mais globalement, ça marche. Et donc, il a pu attribuer ces fluctuations des niveaux des lacs aux fluctuations du climat européen, on va dire. Alors, comment est-ce qu'on va mettre maintenant les occupations humaines dans cette variation du climat, repérées aussi bien par des données climatiques mondiales que par les évolutions de l'environnement local? Alors, si vous regardez ce graphique-là, vous le faites comme moi pendant une dizaine d'années, puis vous voyez que vous pouvez vendre, entre guillemets, aux étudiants que vous avez, qu'à chaque fois qu'il fait beau et sec, vous avez des habitats. Ça marche bien ici. Ici, il se met à avoir une phase de transgression, il y a beaucoup moins d'habitats. Dès que le climat se réchauffe, vous avez une phase d'habitat. Une phase de transgression, il n'y a plus d'habitat, ou très peu. Et puis, dès que ça se réchauffe, il y a des habitats. Donc ça marche bien. C'est-à-dire que pendant toute cette période-là, il y a l'air d'avoir des occupations plus nombreuses, bien documentées, pendant les phases de climat chaud et sec. Donc, ils ont fait, Michel Magny et Pierre Pétrequin, des articles pour montrer que, globalement, il y avait une corrélation entre les variations du climat et les habitats paléophytiques. Alors ça marche bien, mais si vous regardez ici, il y a une grande période où, finalement, il fait assez chaud et beau, puis il n'y a pas d'habitat. Mais ça correspond à une période complexe du néolithique qui s'appelle le Campaniforme, où, en fait, à l'échelle de l'Europe, on ne trouve pas de site. Donc ça devient compliqué, mais vous voyez que ce n'est pas si simple que ça, mais globalement, ça marche à peu près. Ça marche, mais en tout cas, on voit bien une corrélation. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation qu'on a compris le processus. Donc, ce qu'avaient proposé Michel Magny et Pierre Pétrequin dans un de leurs articles, c'est-à-dire il fait trop froid dans le Jura pour produire des céréales. Et donc, globalement, et puis peut-être que le climat est quand même rigoureux, dans le Jura, c'est un peu plus frais que dans le bassin parisien, mais donc, dès qu'il y a une dégradation du climat, ces populations-là iraient dans des zones de plus basse altitude, ou en Suisse, vers le lac de Neuchâtel, ou dans les basses plaines de la vallée de la Saône. Donc, il y aurait plutôt une relation directe avec le climat. Parce qu'il fait plus froid, et puis ils ont aussi pensé qu'il y avait peut-être une plus faible possibilité de produire des céréales, parce qu'il fait trop froid et plus humide. Je vous rappelle qu'en ce moment, dans le Jura, on a arrêté de faire des céréales, c'est plus rentable de faire de la vache et du comté. Mais jusqu'au 19e, on fait des céréales localement pour pouvoir se nourrir. Maintenant, on va chercher des céréales en Beauce et en Brie, c'est plus simple. Alors maintenant, donc l'idée, moi, c'était de discuter cette relation. Est-ce que c'est une relation directe entre climat et occupation, ou est-ce qu'il faut mettre en place des processus plus complexes
liées aux sociétés, aux productions agricoles. Donc moi, je pensais qu'il fallait mettre un troisième acteur entre les sociétés et le climat, qui étaient les variations de l'environnement et les possibilités de produire des céréales ou pas. Alors, on sait, d'après les données archéologiques, qu'on produit des céréales à Chalin. On a des meules, on a des épis de blé, ils ont tous été produits ici. Pierre Pétocrin imaginait que quand on produisait des céréales, on déforestait beaucoup dès le néolithique et qu'on avait déboisé beaucoup pour produire ces céréales. Par contre, ça, c'est un modèle qui ne tient pas avec les données palynologiques que l'on a, c'est-à-dire que même pendant les phases de forte occupation néolithique, les plus denses occupations néolithiques, il y a très peu de déforestation, c'est-à-dire qu'on ne déboise pas, et pourtant on continue à faire des céréales. Donc ça modifie un peu la forêt, un petit peu, il y a des présences de céréales, mais ça n'a pas l'air très important. Donc je ne pense pas qu'ils aient tout déforesté et qu'il y avait un impact humain très important. L'hypothèse que j'émettais, c'était de dire que les espaces qui étaient cultivés n'étaient plus accessibles aux populations. Alors pour ça, il faut essayer de savoir où étaient les espaces cultivés. Ce n'est pas simple comme recherche archéologique à faire de savoir où étaient les champs néolithiques, puisque personne n'en avait encore tellement identifié. On connaît très bien les habitats au bord des lacs, mais qu'est-ce qu'il y avait dans la périphérie de ces habitats, on ne savait pas trop. Donc j'ai fait quelques coupes en arrière de ces habitats. Tous les habitats sont sur le bord du lac. Et puis ici, vous avez une zone, vous voyez, assez plane, assez argileuse, où on a pu avoir des séquences stratigraphiques qu'on a pu étudier. Donc c'est des sédiments plus ou moins argileux et qui sont vraiment légèrement plus hautes que le lac, mais quand même assez basses. Et qui sont des sols relativement riches. Le Jura, c'est quand même une montagne calcaire avec des sols très pauvres ou des dépôts morainiques qui sont très pauvres pour produire des céréales ou autre chose. Et donc ici, j'ai pu mettre en évidence des petits niveaux rouges. Ces petits niveaux rouges sont des traces agricoles qui mettent en jeu le feu. Donc c'est un peu particulier, c'est des pratiques qui sont bien connues historiquement, mais qu'on ne pensait pas pouvoir faire remonter à des périodes aussi anciennes. C'est ce qu'on appelle l'écobuage. Vous prenez de la terre, vous en faites des fourneaux, et puis vous brûlez la terre et vous réétalez la terre. Là, l'intérêt, c'est que d'un matériau argileux qui est très difficile à travailler avec des outils en bois du néolithique, eh bien, en fait, la terre est beaucoup plus facile à travailler, puisque ça fait des agrégats, des petites boulettes qu'on peut étaler, plus légères et avec un meilleur rendement agricole. Donc, ce genre de coupe qu'on a réalisé l'année dernière avec certains d'entre vous, on voit bien qu'il y a des niveaux de l'âge du fer, tout ça a été daté par radiocarbone, des niveaux de l'âge du fer, des niveaux de l'âge du bronze, et puis ce petit niveau noir qui correspond à des niveaux néolithiques. Ces petits niveaux, ils sont datés par radiocarbone et ils sont contemporains des habitats. Donc on voit bien qu'on a des habitats au bord du lac et puis des zones de champs qui sont juste à l'arrière des maisons, dans des zones argileuses qui ont pu mettre en évidence. Donc ce que je propose comme hypothèse, c'est que ce n'est pas une relation directe entre le climat et les sociétés, c'est les changements environnementaux liés à des remontées du niveau du lac qui fait que ces surfaces qui étaient exploitées pour leurs champs étaient plus exploitables. Donc, je n'ai pas dit que j'avais raison, mais en tout cas, c'est un argument qui permet de mettre en cause les pratiques agricoles dans le fait que ces sociétés soient au bordure des lacs. Alors après, pourquoi ils sont au bord de lacs ? Peut-être parce que ces terrains sont particulièrement bons, parce que ça peut être aussi d'autres raisons, je ne rentre pas dans le détail. Mais donc là, il y a des explications plus sophistiquées pour voir la relation société-climat pour le néolithique, mais probablement, j'espère, plus juste, parce qu'elles permettent de rendre compte des pratiques agraires. Ce n'est pas uniquement parce qu'il se met à faire froid dans le Jura qu'on part. Autrement, il n'y aurait jamais de Jurassien. Donc c'est aussi probablement parce que les pratiques agricoles étaient très perturbées par ces variations des niveaux des lacs, et pas uniquement parce qu'il fait froid. Donc ça, l'intérêt, c'est que c'est bien daté et qu'on peut arriver à faire une bonne relation entre les variations du climat et les variations des occupations. Deuxième exemple qui est beaucoup plus large, avec d'autres types de données,
pour travailler à l'échelle de la Gaule et plutôt du bassin parisien. J'ai participé à des projets de recherche qui essayaient de comprendre l'organisation de l'habitat rural dans le monde gallo-romain, essentiellement dans le nord, dans le bassin parisien. Ça fait déjà beaucoup de données à traiter pour essayer d'avoir l'ensemble des sites, la densité des sites, qu'est-ce qu'on y a produit, plutôt tel type d'élevage, plutôt tel type agricole, et les densités d'occupation. Ces résultats sont complexes, c'est assez compliqué, hein, le monde romain, donc on ne va pas trouver des explications simples sur la relation climat-société, mais je vais vous montrer quand même ce qu'on peut arriver à dire. Ici, c'est un graphique qui a été fait, pas tout à fait dans le même type de projet, mais par des collègues autour de la ville de Troyes dans l'Aube, hein, pas la grande ville de Troyes. L'intérêt, c'est que la ville de Troyes a fait l'objet de très nombreuses fouilles préventives, puisqu'il fallait construire tous les magasins d'usines textiles. Hein, vous êtes tous en train d'aller acheter, ce qui fait que tout a été diagnostiqué archéologiquement, et donc on a des cartes archéologiques qui sont représentatives de l'habitat. Et donc, on peut compter le nombre d'habitats par kilomètre carré et par période. Donc, vous voyez pour le secteur autour de Troyes que finalement, pendant le néolithique, il y a du monde. Il y a quelques sites néolithiques, mais les sites néolithiques, ça ne dure pas 5000 ans. Donc, à chaque fois, quand on le ramène à la période, ça ne fait pas beaucoup d'occupation. Une première occupation proto-historique. Et vous voyez qu'il y a une forte occupation pendant l'âge du fer et l'Antiquité. Donc ça aussi, c'est un des résultats, c'est qu'il y a un développement économique important durant l'Antiquité. Bon, ça, tout le monde le sait depuis à peu près 2 siècles, mais ce n'est pas que durant l'Antiquité, c'est depuis l'âge du fer jusqu'à l'époque romaine. C'est-à-dire que ça dure entre moins 100, avant que ce soit romain, hein, je vous rappelle que c'est plutôt moins 50 si on admet une date, ou plus 20, voilà. Mais ce n'est pas directement les Romains qui ont fait que vous avez un développement agricole important. Vous avez des développements agricoles très importants dès l'âge du fer, dès le 2e âge du fer. Et donc, il ne faut pas séparer, quand on étudie le monde rural, le 2e âge du fer avec l'époque romaine. Autrement, on ne comprend pas bien la succession de tout ça, si ce n'est qu'à l'âge du fer, on construit des bâtiments en bois, et à l'époque romaine, on construit des bâtiments en pierre. Mais ils ont à peu près la même fonction. Je simplifie un peu à l'extrême. Donc on peut avoir des densités d'occupation et se dire, voilà, est-ce que c'est lié à un développement économique et quel est le climat par rapport à ça? Autre information, issue de toutes les données palynologiques que l'on peut obtenir sur la région, j'ai essayé de calculer quel était le pourcentage de forêt ou de pourcentage de pollen d'arbres forestiers sur l'ensemble de ce secteur, entre moins 400 et plus 600. Vous voyez que pendant l'époque romaine, vous avez un couvert forestier qui est très faible, puisque vous avez un développement des parcellaires agricoles très important. Donc les forêts sont réduites à un minimum, surtout ici pour le secteur à moins de 200 mètres d'altitude. Si vous restez sur les hauts, les montagnes, pas les montagnes, mais les Ardennes, ça restera toujours forestier. Personne ne va aller planter des céréales dans les Ardennes. Donc le monde romain ne s'occupe pas des zones de montagne. Mais dans les zones basses, vous avez des zones qui sont complètement déboisées, parce qu'il y a des haies, hein, mais des grands massifs forestiers, probablement peu. Donc est-ce qu'il y a une relation entre le climat et le développement économique? Alors, c'est très à la mode dans le monde de l'Antiquité, parce qu'il y a Kyle Harper qui a écrit un article pour essayer de remettre des données environnementales dans l'histoire économique romaine. C'est des très grandes questions qui ne sont pas faciles à résoudre, mais en tout cas, il a eu le bénéfice d'essayer de voir si l'environnement jouait un rôle là-dedans. Comment vous savez que les zones sont déboisées, s'il y a des forêts? Parce qu'on trouve des sites un peu partout, et puis qu'entre les sites, on trouve des limites parcellaires de champs agricoles. Donc si vous avez des champs et des habitats, eh ben, vous ne voyez pas d'endroit où il n'y a pas de parcellaire, donc finalement, il n'y a pas de massif forestier. Je reviendrai là-dessus. Donc j'ai essayé de voir comment les données du climat pouvaient influencer le développement économique romain. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail de ces cardiogrammes, comme dirait Magali, mais ce qui est bien, c'est qu'avec les données dendrochronologiques obtenues pour l'Europe, on a des données très précises sur les variations de température, ici depuis moins 400 jusqu'à plus 600, hein, ça va jusqu'à maintenant, mais vous voyez qu'il y a quand même plein de fluctuations, ici des précipitations, de la température, et ici des précipitations.
Donc ça, c'est les données climatiques que vous pouvez trouver, qui sont très fiables, avec des très grosses publications associées, mais ça ne cause pas tellement à l'archéologue, okay, ça fluctue. Donc là, vous voyez que là, c'est beaucoup plus humide et puis que ça paraît très froid. Okay, ça, les archéologues peuvent le voir, mais vous voyez bien qu'il y a quand même une très grande fluctuation d'une année sur l'autre. Hein. La météo, elle varie beaucoup. Et puis moi, j'ai essayé de transformer ces données-là en une donnée plus facile à intégrer à un discours archéologique, c'est-à-dire en quoi les variations de précipitation et de température peuvent déterminer des bonnes ou des mauvaises années potentielles pour l'agriculture. Donc j'ai pris des modèles de l'époque moderne, construits par le roi Ladurie dans les années 70, donc vous voyez que ce n'est pas des modèles mathématiques sophistiqués, mais vous voyez qu'ici, j'ai pu construire un graphique qui vous montre en haut des bonnes années agricoles et en bas, potentiellement, des mauvaises années agricoles. Et donc vous voyez que entre moins 300 et plus 300, c'est plutôt des bonnes années agricoles. Ici, il y a des mauvaises années entre moins 365 et 317. Ici, autour de la guerre des Gaules, il y a pas mal de mauvaises années. Et puis après 326, il y a des mauvaises années et des très très mauvaises années autour de 540. Donc là, il y a quand même une lecture climatique que l'on peut faire des productions potentielles. Donc on peut peut-être considérer que le développement de l'économie romaine a la chance de se développer pendant une grande phase plutôt bénéfique pour les productions céréalières. Il n'y a pas de 13 mauvaises années. Par contre, ici, c'est l'Athènes ancienne, c'est très mauvais. Et puis, à partir de 540, il y a plein d'indices qui montrent quand même que le climat s'est très largement dégradé. Donc, on peut peut-être quand même voir que l'Empire romain s'est développé, et l'agriculture gallo-romaine s'est développée pendant des phases de facteurs climatiques favorables. Je voudrais savoir aussi comment vous savez que ce sont de mauvaises années agricoles. Je vous donnerai mon article. Je résume. Vous voyez qu'il plaît ce graphique. En fait, comment est-ce qu'on... Les bonnes années agricoles dans le bassin parisien, c'est quand il fait chaud et sec. Les mauvaises années, pour le bassin parisien, c'est quand il fait froid et humide. D'accord ? Donc ça, sur l'époque moderne, le roi Ladurie l'a montré quand est-ce qu'il y a des bonnes... Parce qu'on peut quantifier plus facilement, il y a eu des mesures de production de céréales. Et par exemple, quand il fait très humide et très froid, vous avez des famines. Vous n'avez pas de production agricole possible dans le bassin parisien. Et quand il fait super chaud et super sec, c'est des conditions favorables à la production agricole. Et comment vous arrivez à savoir qu'il fait humide et froid ? C'est écrit ici. Non, mais comment on arrive à obtenir ces valeurs-là ? Ces valeurs-là, elles sont établies d'après les données dendrochronologiques. Donc, on mesure la cerne des arbres et en fonction de la croissance des arbres, on peut reconstituer quelle est la température qui était contemporaine de la croissance de cette année. Donc, les arbres, ils poussent au printemps et un peu à l'été, ils se reposent à l'automne et ils font vraiment rien à l'hiver, et ils recommencent l'année suivante. Et donc, en fonction de la largeur de cerne, vous savez si c'est une bonne année pour produire du bois. Et puis en plus, maintenant, il y a plein de traitements mathématiques qui permettent carrément de la largeur de cerne, la transformer en degrés de température, en degrés de pluviométrie. Donc c'est sur les données dendrochronologiques qu'on peut établir ces reconstitutions du climat, qui sont admises pour l'ensemble de l'Europe avec une résolution qui est annuelle. Donc vous voyez, ce n'est pas les espèces de petites courbes que je vous ai montrées du début de l'Holocène, mais vous voyez qu'il faut quand même essayer de voir qu'est-ce que... il y a des grandes périodes, là on voit bien qu'il fait froid pendant longtemps, il fait humide pendant longtemps. Ça va ? Merci. Pas de souci. Un autre argument qui est rarement utilisé, c'est toujours lié à la datation des bois de construction trouvés sur les sites romains. Donc ça, c'est toujours des travaux de mes collègues allemands qui ont travaillé à dater tous les bois que tous les archéologues leur ont fournis pendant 50 ans. Et donc, ils peuvent dater les bois, les dates d'abattage des bois. Donc, vous voyez, par exemple, que les premiers bois qu'ils ont eu à dater, ils étaient vers moins 400, puis ça va ici jusqu'à 2000. Vous voyez que, par exemple, la période romaine, ici, ils ont beaucoup de bois à dater parce qu'il y a beaucoup de constructions romaines. Donc, ça pourrait donner une idée du type de production. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de bois, on produit beaucoup plus de construction, et puis il y a des phases où il n'a jamais de bois, donc on peut imaginer qu'il y a beaucoup moins de construction. Donc, on voit des phases de construction de bois, des phases
d'abandon de l'habitat, où il n'y a pas de construction, puis de nouveau, un renouveau de la construction au début vers le IXe siècle, avec des fluctuations évidemment. Donc c'est aussi intéressant de vous montrer qu'on construit des maisons avec du bois, on peut les dater, c'est ça qui est bien, mais on voit aussi qu'il y a des périodes où il n'y a pas de construction, ou très peu de construction. Autour de la période 400-600 ans, ce n'est pas les périodes les plus faciles pour les archéologues, sauf ceux qui font des sépultures mérovingiennes, parce qu'autrement, il n'y a pas tellement de sites. Et donc, finalement, on s'aperçoit que s'il n'y a pas de construction pendant 2 siècles, eh ben, c'est que la forêt revient. Et donc, on peut arriver à lire un peu ces graphiques-là pour montrer qu'il y a une phase de construction entre moins 300 et plus 400 avec un maximum autour du IIe siècle. Bon, c'est très connu par le monde des archéologues, hein, c'est pas nouveau ça. Qu'il n'y a pas de bois archéologique entre 350 et 500, ou très peu, hein, sur le corpus, ça veut dire qu'on ne construit pas et que probablement la forêt revient. Hein, s'il n'y a pas de construction, s'il n'y a pas d'habitat, que les parcellaires sont abandonnés, ben la forêt revient. Et puis, à partir de 600, quand on commence à reconstruire, ils se sont aperçus qu'en fait, ils prenaient des bois très anciens. C'était déjà des bois qui avaient 200 ans. Donc, ça veut dire qu'ils ont commencé à pousser en l'an 400, puis on les a coupés en l'an 600. Donc, on peut arriver à faire une histoire de la forêt. Donc, c'est aussi pour vous montrer aussi qu'il y a des transformations de l'environnement sur l'exploitation agricole des espaces. Et puis, quand on n'exploite pas ces terrains agricoles, eh ben, ils peuvent redevenir en forêt. C'est ce que montrent bien des nouvelles technologies sous les forêts actuelles. On s'aperçoit que sous les forêts françaises, dans le bassin parisien, on trouve très fréquemment du parcellaire romain. Ça veut dire qu'il y avait des champs, alors qu'aujourd'hui, ou depuis un certain temps, il y a de la forêt. Donc ici, c'est des parcellaires bien identifiés, rectangulaires. On présente toujours cette photo-là parce qu'elle est la plus simple, avec des bâtiments à peu près individualisés. Ça veut dire que là aussi, hein, vous n'avez pas un milieu forestier naturel, puisque c'est une forêt qui s'est réimplantée sur un parcellaire agricole. Donc là aussi, c'est quoi l'état premier? Il y avait une forêt, puis après il y a eu des champs, puis de nouveau une forêt, et puis là c'est resté en forêt. Mais il y a eu peut-être des endroits qui sont après redevenus agricoles. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment une évolution importante de ces milieux. Et donc si on travaille sur le bassin parisien, je vous ai montré qu'il y avait un fort développement de l'époque romaine. Et puis à l'époque médiévale, le bassin parisien devient le centre d'une zone économique énorme autour de Paris. Hein, l'époque médiévale, Paris est l'une des plus grandes villes mondiales, avec 250 000 personnes vers 1300, et puis un large espace agricole tout autour de Paris. Hein, donc là aussi, vous avez un fort développement qui peut correspondre à l'optimum climatique médiéval, mais qui va se poursuivre pendant le petit âge glaciaire, entre 1750 jusqu'à 1800. Donc là, il y a une dynamique économique qui dépasse toutes les contraintes environnementales, toutes les contraintes climatiques. Il peut y avoir des impacts du petit âge glaciaire, mais pas sur le développement général de Paris. Hein, il y a une dynamique très importante. Et donc, on s'aperçoit qu'à l'époque moderne, à la fin de l'époque médiévale, la ville est déjà très importante, on exploite tous les territoires autour de Paris et que les forêts sont réduites à peau de chagrin. Il y a très peu de forêts dans le bassin parisien et celles qui sont préservées, c'est la forêt de Fontainebleau, celle de Rambouillet, celle de Compiègne, c'est que des forêts qu'on a gardées pour la chasse. S'il n'y avait pas le roi pour dire « on ne touche pas à ma forêt où je veux aller chasser le cerf bien tranquillement », il n'y aurait plus de forêt autour de Paris. Hein, on les a laissées, préservées, mais ces surfaces forestières conservées pour la chasse montrent que tout le reste est très largement exploité pour la production agricole. C'est tellement exploité, donc déjà vous n'avez pas coupé du bois sur les forêts royales, et donc pour vous chauffer à Paris, depuis l'époque médiévale, eh ben, vous êtes obligé d'importer du bois. Et donc c'est tous les trains de bateaux qui apportent du bois depuis le Morvan avec du flottage. On transporte le bois de chauffage pour Paris. Donc vous voyez qu'on a adapté l'économie. Il fallait développer le monde agricole autour de Paris. Il fallait aussi chauffer. Ben, on allait chercher le bois dans le Morvan. Hein, donc ce qui met tout en place une autre économie. Qu'est-ce qui se passe pour l'époque moderne? C'est que on a arrêté de se chauffer au bois, on s'est chauffé au charbon. C'est très bénéfique pour les forêts de se chauffer au charbon, puisque vous économisez le fait d'exploiter les forêts. Je n'ai pas dit que c'était la bonne chose à faire, mais en tout cas, ça se traduit sur le couvert forestier avec un développement du couvert forestier, puisqu'on s'est mis à exploiter du charbon. On a exploité le charbon, le pétrole, et la répercussion environnementale, c'est qu'on a fait augmenter le CO2
atmosphérique. Donc là aussi, il y a d'autres répercussions environnementales avec un réchauffement climatique de l'époque moderne. Donc c'était cette histoire du bassin parisien. C'est pour vous montrer quand même que c'est complexe ces relations. On ne peut pas trouver tout de suite les solutions, c'est toujours un socio-écosystème, donc on ne revient pas à un état antérieur, les sociétés ont évolué, l'environnement a évolué, et donc ce n'est pas la peine d'essayer de trouver l'état où tout irait bien, quoi. On espère, mais ce n'est pas possible. En tout cas, il y a toujours des relations entre l'environnement, les sociétés et le climat, avec une dynamique, et donc il faut essayer de mieux comprendre ces dynamiques. Et pour conclure ces 4 exemples pris sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs et les sociétés productrices, ce qu'on voudrait vous faire retenir, c'est qu'il y a une relation toujours étroite entre le climat, les environnements et les sociétés. On n'a pas le droit de faire l'histoire des sociétés sans avoir compris les relations entre le climat et l'environnement. On peut toujours faire une liste de rois ou d'empereurs, mais ça, ce n'est pas de l'histoire, hein, c'est des listes de rois. Donc si on veut comprendre les sociétés, il faut comprendre leur production, il faut savoir comment est-ce qu'elles exploitent leur milieu, et donc il faut essayer d'intégrer les différents éléments du système, sans dire que c'est cette partie-là du système qui est plus influente. C'est toujours un système complexe à analyser. Donc pour les sociétés de chasseurs-collecteurs, ces variations du climat se traduit par des changements dans les peuplements, dans les ressources disponibles, et ça a toujours un impact direct. Hein, si vous changez de faune, eh ben, vous allez faire de la prédation différente, et c'est toujours significatif. Sans transformation anthropique majeure du milieu, on ne pense pas que les sociétés de chasseurs-collecteurs aient fondamentalement transformé leur environnement. Ils ont essayé peut-être d'en bénéficier le mieux, mais en tout cas, on a vu que les sociétés de chasseurs-collecteurs, pendant 30 000 ans, ils arrivent à vivre et relativement à bien vivre. En tout cas, ce n'est pas la misère qu'on peut vous vendre de temps en temps en disant « il fait très froid ». Non, ils avaient beaucoup de gibier, par exemple. Hein. Et encore, pour les sociétés productrices, cette relation entre le climat et les sociétés passe essentiellement par les variations dans les productions alimentaires. Donc, en termes d'occupation des sols, d'exploitation des ressources, avec des impacts directs ou indirects plus ou moins importants. Hein. Ça dépend un peu du milieu. Et puis, il y a certaines périodes où on peut bien mettre en évidence les relations entre climat, environnement, société. On voit bien que c'est assez étroit. Et puis, il y a des moments où la société, comme à l'époque médiévale et moderne à Paris, quelles que soient les fluctuations du climat, vous avez un développement économique de Paris qui est au-delà des petites fluctuations du climat, même si on peut voir des petites adaptations, des variations du climat. Mais là aussi, il y a un certain nombre de choses à voir. Et donc, c'est toujours assez compliqué, mais pour vous montrer par rapport à aujourd'hui le problème qu'on a sur comment les sociétés vont s'adapter au réchauffement climatique, qui est créé par nos sociétés, par notre consommation de ressources fossiles, ce n'est pas nouveau. Il y a des périodes plus anciennes dont je n'ai pas parlé parce que c'était un peu hors de propos, mais que je voulais juste vous montrer plutôt pour montrer qu'on peut encore travailler cette question fondamentale entre réchauffement du climat et société. Un grand climatologue, Rudiman, propose que dès 5000 ans, la création des rizières irriguées en Chine ont transformé le climat, puisque vous avez une augmentation du méthane dans les rizières, production de méthane, et vous savez que le méthane est le gaz qui a 10 fois l'effet du CO2 sur le réchauffement climatique, donc c'est un gaz qui est très puissant d'un point de vue effet de serre, et il a pu montrer que depuis 5000 ans, eh bien, vous avez une augmentation du méthane dans l'atmosphère et qui met en parallèle avec l'augmentation des rizières en Chine. Donc là, ça a 5000 ans, alors ok, c'est loin de l'Europe, mais ça a eu un effet global. Donc là aussi, on ne peut pas, même pour les sociétés anciennes, se dire peut-être que le climat s'est réchauffé à cause des rizières en Chine, suite à la mise en place des rizières et de la fabrication de méthane dans ces rizières. Donc là aussi, les relations elles peuvent être aussi indirectes, à longue distance, même pour les sociétés anciennes. Donc là aussi, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour mieux cerner les données archéologiques et les données de l'environnement et essayer de les confronter pour avoir un schéma historique le plus complet possible. Merci.
Bien, merci beaucoup. Un panorama de très longue durée, c'est très intéressant pour éclairer les enjeux actuels, et puis qui montre bien la complexité, comme on disait, de ces relations climat, société, milieu. Alors maintenant la parole est à vous, si vous le souhaitez, si vous avez des questions, des remarques, alors aussi bien sur le plan méthodologique, on en a déjà eu deux, donc ça peut être l'occasion effectivement de repréciser certaines choses sur les enjeux que vous générez. Les premières questions sont toujours les plus difficiles, c'est classique. C'est un doigt, c'est dubitatif. Alors moi j'avais pas. Ah ben parfait. J'allais. J'ai une question. Est-ce que la diminution des bois de construction gallo-romains sont est-ce qu'on voit le même effet mais inverse avec la palynologie, avec les restes de pollen? Est-ce qu'on voit par exemple plus de pollen de bois, de forêt alors, en même temps qu'on voit une baisse des... Déjà, donc on analyse des données qui n'ont quand même pas grand-chose à voir. Donc là, on va travailler sur les bois de construction et on essaye de construire un discours en fonction de ces données des bois de construction. Donc pour voir un peu la dynamique de construction. Associé à cette dynamique de construction, on imagine qu'il y a aussi une dynamique agricole qui est associée à ces habitats. Quand on fait des études palynologiques, qui rendent compte en fait de l'évolution de la végétation. Ce qu'on cherche beaucoup à savoir, c'est est-ce que c'était un milieu fermé, forestier, ou est-ce que c'est un milieu qui s'ouvre avec des indices de céréales pendant telle période. Donc ce qu'on voit dans les diagrammes palynologiques, c'est plutôt l'ouverture du milieu, la présence des parcelles agricoles, les céréales, les pâtures, la vigne quand on a un peu de chance, mais ça rend compte plutôt des espaces agricoles par rapport aux espaces forestiers. Alors que les bois d'œuvre mis en... L'analyse des bois d'œuvre, ce n'est pas tout à fait la même donnée. Ça analyse plutôt la dynamique de la construction. Alors on peut toujours mettre les courbes en parallèle. Ça, on est très fort en environnement pour mettre des courbes en parallèle. Faut savoir si on a déjà le droit. Est-ce que les données ont la même résolution chronologique? C'est peut-être du détail, mais quand même, c'est important. Et puis, vous allez toujours voir des choses qui vont de temps en temps bien marcher, puis d'autres pas marcher. Mais il faut essayer de comprendre les processus derrière pour se dire, tiens, ça a la même évolution, on peut trouver la même histoire racontée par les pollens, par un autre indice. Et quand deux indices construits différemment racontent la même histoire, là, ça devient solide. Mais... des courbes mises en parallèle, ça, on en voit trop dans les publications, en essayant toujours de trouver des relations. Et... Exactement. C'est comme le prix des frigidaires, ça augmente et on peut trouver toujours une relation avec tout ce que vous voulez. D'autres questions peut-être? Oui, est-ce que votre étude elle englobe aussi les sociétés d'aujourd'hui? Les sociétés d'aujourd'hui? Contemporaine. C'est pas leur spécialité. C'est pas notre spécialité, mais ce que j'essaye de faire en archéologie, c'est de montrer que si on fait de l'archéologie, c'est pour avoir un temps long, un recul assez long pour se rendre compte de l'état d'aujourd'hui. Et j'ai pas dit que ce qu'on allait dire sur les sociétés du passé allait donner la clé à nos sociétés futures. Faut pas rêver. Si, on le dit au ministère pour avoir des sous, ça, mais ça marche. C'est sûrement pas ça qui est le plus intéressant. C'est surtout montrer que le temps long de l'environnement est important à prendre en compte si on veut bien comprendre la dynamique des sociétés. Il y a des dynamiques qui sont très rapides, donc si vous travaillez sur 30-40 ans, ça suffit. Et puis il y a des dynamiques style la reconstitution des sols, ça prend plusieurs milliers d'années. Donc si vous travaillez sur 20 ans, vous n'allez pas voir tout ça. Les pollutions, des tas de choses qui sont à des temps beaucoup plus longs. Et donc, ça dépend ce que vous voulez montrer. Est-ce que vos études peuvent inspirer les plans d'urbanisme, par exemple, ou les planifications? Ah, il y en a qui essayent. Oui. Sur les problèmes de gestion des zones humides, par exemple. On sait très bien que les zones humides, c'est des choses importantes à comprendre, à essayer de restaurer, parce qu'il y a des tas de fonctionnements qui sont importants pour le fonctionnement environnemental local lié à ces zones humides.
Et donc, il faut essayer de mieux les prendre. Je sais que dans les travaux d'archéogéographie, il y a beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre les meilleurs aménagements possibles dans nos sociétés actuelles en prenant des exemples pour faire des aménagements les plus doux possibles. On peut faire tous les aménagements qu'on veut aujourd'hui. Vous pouvez faire une autoroute dans n'importe quel sens, vous pouvez bétonner tout ça, on sait tout faire. Le problème, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas diminuer l'impact environnemental de nos sociétés pour que la part d'un fonctionnement plus naturel, entre guillemets, puisse rendre des... Et peut-être aussi moins coûteux parfois. Moins coûteux. Mais quand on détruit tous les moulins pour faire remonter les saumons sans faire d'études archéologiques, alors qu'on pourrait peut-être trouver des aménagements plus doux que de détruire le moulin, c'est sûr que c'est un aménagement anthropique qui a 1000 ans, puis en fait il ne sert plus à rien, entre guillemets, dans le fonctionnement. Mais comme c'est la DDA qui fait l'étude, plus le budget est élevé, plus c'est intéressant pour tout le monde. Donc ce n'est pas toujours, malheureusement, les choix les moins coûteux et les plus environnementaux qui sont choisis. C'est souvent les choix les plus radicaux qui ne coûtent pas trop de problèmes, qui ne posent pas de problèmes techniques, quoi. Alors que si vous voulez faire remonter les saumons en créant un cours d'eau un peu parallèle pour éviter le moulin, il faut faire des études d'impact, ça ne marche pas, c'est pas si simple que ça. Ça ne détruit pas le patrimoine et ça a probablement une pérennité beaucoup plus grande. Mais ce n'est pas gagné, hein. Dans vos études, quand il y a eu de grosses transformations des milieux par les sociétés, est-ce que ça a eu un impact négatif sur les sociétés ou pas au final, si on transforme Une société qui n'a pas une espèce de vision durable, mais les sociétés avaient une vision durable avec leurs moyens. Eux, ils n'avaient pas d'études, mais c'est très bien que si on surexploite son milieu, ça ne va pas, quoi. C'est pour ça que toutes les sociétés de chasseurs-collecteurs, ils ne vont pas supprimer tout leur gibier, parce qu'autrement, c'est sûr qu'ils ne vont pas vivre comme il faut. Sur les sociétés sédentaires, ce n'est pas toujours aussi simple. Il y a des milieux que les sociétés anciennes ont détruits, involontairement, sans le savoir. Quand on exploite des sols très pauvres pour y mettre des céréales, pendant un siècle ou deux, ces sols, ils étaient pauvres, et ils deviennent tellement pauvres que vous ne pouvez rien en faire d'autre que des landes. En Bretagne, une bonne partie des landes secondaires, celles qui sont sur les terres, le Mont d'Arrée, les monts d'Arrée, c'est des terres incultes. Mais elles ont été cultivées. Mais c'est parce qu'on les a cultivées de manière trop intense, vu la qualité des sols que c'était, que c'est devenu des sols improductifs d'un point de vue agricole. Mais c'est des sols emblématiques des paysages de Bretagne. Donc, on a su tirer notre économie aussi. Et après, on a changé. C'est des landes, on en tire une économie liée aux landes et on en tire un prestige patrimonial. Voilà, donc c'est pas si simple que ça, si ce n'est que ces sols-là ont été appauvris par l'homme, par les activités agricoles. L'intérêt, c'est surtout de montrer dans votre question, de savoir si cette transformation en question dont vous parlez ou ces transformations, elles ont un caractère irréversible ou pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est négatif ou positif? Non. C'est l'impact, il est faible, il est moyen. Est-ce qu'il dure dans le temps? Donc, quelle est sa durée? Quelle est son intensité? Et est-ce que pour certaines transformations, il y a celle dont on vient de vous parler, puis il y en a d'autres qui est, par exemple, à l'exploitation des mines, à la métallurgie, où là, on a eu des pollutions qui sont irréversibles, qu'on perçoit et qu'on peut encore mesurer aujourd'hui dans les sols. Donc la question, c'est celle-là. Voilà. Et donc après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ce que disait Magali. Est-ce qu'on réaménage à nouveau pour une autre utilisation? On laisse tomber l'agriculture, on fait autre chose. Déjà, est-ce qu'on en a conscience? Et est-ce qu'à l'instant T, à l'endroit où on se trouve, on est capable de reconstituer cette histoire-là? Parce que le vrai problème, c'est celui-là. C'est comment est-ce qu'on en est arrivé là dans le temps? Et ça, c'est fondamental. Je crois qu'il y avait une question. En fait, je réfléchissais sur notamment les productions agricoles. C'est vraiment. Et je voulais revenir sur le graphe que vous avez montré tout à l'heure sur les bonnes périodes et les mauvaises périodes de récolte. Et là, Pardon. Et je me dis, ça, c'est des bonnes périodes et des mauvaises périodes pour un certain type de production. Oui. Est-ce qu'on est certain que toute la production est une production, par exemple, céréalière? Non, j'ai une présentation très simpliste. Je réduis l'économie romaine à la production de céréales.
c'est un peu simpliste. Hein. Tout romanisant, on va me dire, mais non, c'est pas que ça. Mais c'est quand même une économie importante, hein, les céréales dans l'économie romaine. Mais il y a la vigne, il y a l'olivier dans la partie sud, mais c'est pas si simple que ça. Si on voit dans les territoires gaulois, il y avait aussi pas mal de racines, de feuillus. Oui. Voilà, l'alimentation ne reposait pas seulement sur la céréale. Non, bien sûr. Hein, on fait encore beaucoup de cueillettes. On a une alimentation diversifiée. Les légumineuses passent toujours sous la ligne des radars des archéologues parce qu'on n'a pas beaucoup d'indices, ça se conserve mal. Il faut faire des trucs très techniques pour identifier qu'en fait, ils mangeaient du navet, mais qu'on ne sait pas, on n'en trouve pas. Donc, on en trouve dans certaines conditions et c'est compliqué, mais on s'en doute. Et puis, il y a quelques textes qui peuvent nous montrer tout ça. Si je parle des céréales, c'est que dans l'économie romaine, la production et le surplus céréalier est quelque chose d'important pour développer l'économie. Les grandes villas romaines sont toujours des villas qui doivent produire un surplus céréalier pour faire du commerce avec Rome, entre guillemets. Je simplifie aussi, mais c'est quand même ça. Et donc, si vous n'avez pas de surplus céréalier, votre économie va décliner. Et donc, là aussi... Stable. Oui, bien sûr. Avait probablement aussi du surplus, mais avec des lieux d'échange économique plus locaux. C'est-à-dire, voilà, donc là aussi, mais ça, on n'arrive pas encore à dire grand-chose. Hein, mais il y a déjà des échanges économiques larges, et puis on se doute bien que les céréales sont sûrement un élément important de l'économie. Mais ce n'est pas le seul, hein, évidemment. Voilà. On prend toujours des indicateurs, c'est plein d'indicateurs, mais il est particulièrement important. Parce que par exemple, on peut voir, au-delà de la production céréalière, il y a aussi peut-être l'élevage qui s'est développé, ça je connais moins. Mais voilà, avec, je ne sais pas si on peut trouver des restes de si. Oui, on connaît ça très bien. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que les antiquisants et les médiévistes ne sont pas, comment on va dire ça, non, mais les études d'analyse géochimique isotopique ne sont pas développées. La seule façon de savoir ce qu'on a vraiment mangé, au-delà d'un système économique qu'on reconstitue, etc., c'est d'analyser dans les restes osseux, donc dans les restes humains, donc le collagène osseux, et d'analyser ce qui reste notamment un isotope qui s'appelle le carbone 13. Et avec le delta du carbone 13, on obtient une valeur qui dit si pendant la dernière année, les 9 derniers mois, votre alimentation était basée sur de l'alimentation carnée et quel type d'animal, ou sur du végétal, ou sur etc., etc. En préhistoire, là, tout le monde ne fait plus que ça depuis 50 ans, enfin j'exagère, on va dire 30. Période antique, alors après ça va dépendre. En médiéval, on a beaucoup plus de restes d'humains qu'à l'Antiquité, ça va dépendre des périodes aussi. C'est pas gratuit non plus, mais en tout cas, ça, on peut le savoir. Mais en tout cas, l'histoire de la production des céréales, et vous voulez faire la liaison avec l'alimentation, c'est parce qu'en fait, vous parlez pas de la même chose. Le système économique, c'est ce que disait Christophe, c'est-à-dire que c'est pas simplement qu'est-ce qu'on mange ici et là. Le système économique, ça fonctionne pour produire des richesses dans une société et de savoir avec ça, qu'est-ce qu'on fait. Et après, peu importe ce qu'on mange. C'est pour ça que je dis, à part les analyses isotopiques, je vois pas le... Non, mais peu importe, je veux dire, c'est pas la question. Si vous décrivez un système économique, d'accord ? C'est vous parlez de la monnaie d'échange. Ah non, je parle pas de la monnaie, je parle de la définition d'un système... Non, je parle de système économique. Qu'est-ce que c'est qu'un système économique ? Ce qui nous intéresse, c'est pas tout ce qu'on fait et toutes les activités. Il n'y a qu'un mot qui nous intéresse, c'est la hiérarchie. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir sur quoi c'est fondé et comment ça tourne. Que ici et là, on développe l'élevage du porc, que ici et là, on fasse du poulet, que ici et là, on ramasse des racines et on soit les rois des champignons, c'est une chose. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'identifier comment marche le système économique. D'accord ? Donc avec, oui ou non, une ressource qui est la base de l'économie. Oui ou non ? Ça, c'est la première question. Une ou deux ? Ou 3, et de quel type? Donc, est-ce que c'est l'élevage de la vache ou du cochon avec la production de céréales? Est-ce que c'est la production des céréales qui est tout en haut? Si elle s'écroule, tout s'écroule. On a beau manger des racines ici, des champignons ici, de la chèvre ici, ça ne changera rien, puisque
les villas, embauche du monde, on cultive, etc. Et c'est ce qui se passe à la fin de l'Empire romain. Quand tout s'écroule, ok, vous pouvez continuer à vivre, mais en fait, c'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas de la survie des populations, on parle du développement de la société et du développement économique. Après, la façon dont les gens vivent individuellement, bien sûr, mais ça, c'est un autre niveau, c'est autre chose. Mais pour aller dans votre sens, quand je fais des graphiques comme ça, pour dire il y a certaines périodes où il y a une succession de mauvaises années, on sait très bien qu'une mauvaise année en céréaliculture ou dans n'importe quel producteur, il arrive à s'en remettre. Il gueule un peu, il va aller voir les assurances, ça va. La deuxième année de mauvaise récolte, là, il ne sait plus comment, il n'a plus de liquidité. Et puis la troisième année, ses enfants, ils ne vont plus faire le même boulot parce qu'ils disent c'est foutu. Et donc, on sait très bien que dans les périodes historiques, les famines, il y a quand même eu des disettes très importantes. Et donc, la succession de mauvaises années, ça peut être des déclencheurs de troubles politiques, des revendications, des choses comme ça. Et c'est sûr que le système économique en prend un coup, parce que là, les gens ne peuvent plus manger à leur faim et n'ont pas de revenus suffisants pour développer leur économie. C'est pour ça que... Et en même temps, la production est plus diversifiée. Ah mais ça, vous n'en savez rien. Ça, voilà. Vous n'en savez rien. Tant que vous ne l'avez pas mesuré, alors là, la diversité, ça c'est... C'est une grande question. Oui, mais peu importe. Mais il y a beaucoup de choses en archéologie qu'on ne connaît pas. La diversité, c'est pas ça. Ouais, mais... La diversité, c'est pas le nombre de choses différentes. La diversité, ça se mesure. Non. Ça se mesure statistiquement. Non, c'est la part de chaque. C'est-à-dire que si, comment je vis et comment mon économie est organisée, 10% de production de céréales, 10% d'élevage de chèvres, 10% de légumineuses, 10% de commerce, 10, je suis à 10 partout sur 10 pour faire 100, ça s'appelle la diversité. Là, j'ai une diversité maximale. Si sur toutes ces catégories-là, j'en ai une ou deux qui sont tout en haut et les autres qui sont tout en bas, la diversité, elle est faible. C'est ça, la diversité. La diversité, ce n'est pas le nombre d'eux. La diversité, c'est la proportion de chacune des catégories entre elles. Et ça, en archéologie, on a du mal à le percevoir. Ça se calcule, il faut s'y mettre. Oui, mais en archéologie, on a du mal à percevoir. Quand on mais dit, c'est il faudrait l'objectif. faire des isotopes pour savoir quelle est la part de la viande mangée par rapport aux légumineuses. Vous avez des carpologues, des gens spécialistes des graines, qui vont faire toute l'étude des graines et qui vont vous dire lesquelles sont développées, d'autres qui apparaissent, voilà. Et puis, il y a ceux qui étudient la faune qui vont vous dire, là, il y a plus de cochons, plus de vaches. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est la part dans l'alimentation des gens ou dans leur économie des vaches et des céréales. Surtout de quel type de population? Quand j'ai parlé de l'exemple de Chalin, ils font des céréales. Mais ces gens-là, ils mangent 90% de viande chassée. Donc en fait, c'est des néolithiques, mais pour rigoler, quoi. Ils font des céréales. Mais globalement, toute la viande consommée est de la viande chassée. Donc ils ne font pas d'élevage, quasiment pas. Et donc, c'est des chasseurs et des producteurs de céréales. Alors, quelle est la part des céréales dans leur économie? Je ne la connais pas. Et je suis bien embêté, j'aimerais bien. Mais en tout cas, c'est indispensable à leur société. Vous ne pouvez pas être un néolithique sans manger du pain. Vous ne pouvez pas être un Français sans manger du pain, jusqu'à partir de moins de 10 ans. Maintenant, on peut ne pas manger de pain, mais c'était quand même des aliments, le blé, les galettes, les machins, pour arriver à survivre ou à vivre. Mais donc là aussi, il nous manque beaucoup de données en archéologie et on n'arrive pas toujours à hiérarchiser, comme dit Laure. Quelle est la part des animaux chassés, des animaux par rapport aux céréales? On ne sait pas. Mais on ne va pas vous dire dans les livres qu'on ne sait pas ça. Alors que ce serait quand même quelque chose d'essentiel. Surtout qu'on a fait la part la plus facile du travail, qui est d'identifier, c'est-à-dire quelles ressources on a exploitées. On sait les légumineuses, on sait, etc. Mais avec ça, en fait, on n'avance pas. C'est-à-dire qu'une fois, non, au bout d'un moment, il faut quand même, voilà, on sait, non mais ça fait 50 ans qu'on répète ça, ok. Si on n'arrive pas un jour, voilà, à déterminer comme on essaye de le faire, comme j'essaye de le faire pour les périodes anciennes, en disant, voilà, est-ce que l'économie est basée sur un ou deux ou plusieurs? Est-ce que la diversité, elle est faible ou elle est forte? Comment est-ce qu'elle évolue dans le temps? Est-ce qu'elle est liée aussi au climat? Est-ce qu'elle est liée à l'organisation sociale, etc. On n'y arrivera pas. Donc maintenant qu'on a identifié tout ça, qu'on sait dire, là on fait pas mal de cochons, là on ramasse des champignons, là on fait ci, là on fait ça, c'est très bien tout ça.
Mais au bout d'un moment, il faut essayer de construire des entités, qu'elles soient locales ou régionales, etc., ou même chronologiques, pour essayer de dire, OK, donc ce petit système-là, comment il fonctionne ? Il y a des classes de la population qui ne mangent pas la même chose que les autres produisent pour. Comment c'est organisé à l'échelle, bon, si c'est annuel ou biannuel pour les sociétés productrices, je ne sais pas, mais voilà, et reconstituer le système. Tant qu'on est hors système et qu'on se contente de décrire, on ne va pas avancer beaucoup, en fait. C'est ça le problème. Est-ce qu'il y avait éventuellement une dernière question avant de clôturer ? Non, écoutez, comme il est déjà presque 50, on a bien discuté. On va clôturer ici. Merci encore de participer. Et puis n'hésitez pas donc à venir à la prochaine session avec Ricardo Gonzalez. Bonne soirée. Merci.